Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine de Rittmaten. Bonjour Antoine de Rittmaten. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, dans Décideurs engagés. Vous êtes un décideur engagé, vous allez nous expliquer pourquoi et en quoi. Vous êtes président du directoire de Inextinso, qui est le leader de l'expertise comptable en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce métier d'expert comptable à la base ? Je ne suis pas sûr que je l'ai choisi. Ouais. En fait, la vie est faite de rencontres, de tournants, de choses qui se passent, qui fait qu'on prend une voie plutôt que l'autre. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de devenir ambassadeur. Ah, et donc j'étais à Pau en troisième. J'avais François Bayrou comme professeur de français et de latin, puisqu'on est sur l'Hémicycle TV. Et donc lui, il me voyait plutôt partir en lycée technique. Mes parents ont résisté et effectivement, mon rêve, c'était d'être ambassadeur. Donc j'ai fait Sciences Po à Bordeaux. Je m'étais dit qu'ambassadeur, aujourd'hui, c'était plutôt un métier basé sur l'économie. Donc en même temps que Sciences Po, je faisais Sciences Éco et une maîtrise de gestion. Et puis je me suis dit, il faut quand même connaître un peu mieux les entreprises pour pouvoir les aider demain. Donc j'ai fait un DESS d'audit à Dauphine, dans lequel il y avait un stage dans un cabinet. Et ce qui devait durer quelques mois. Deloitte, hein, c'est ça? Alors, non, c'est plus compliqué que ça, parce que c'était un premier cabinet qui s'appelait le cabinet Paillère, qui est devenu ensuite Montagne Paillère, qui a été racheté par Deloitte. À ce moment-là, je suis parti dans un autre cabinet qui s'appelait Canora-Molino, qui quelques années après a été racheté par Deloitte. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivé chez Deloitte. Et donc chez Deloitte, je faisais du commissariat aux comptes, de l'audit de grands clients. Et puis à un moment donné, le poste de directeur général d'Inextinso, donc dans l'expertise comptable, s'est libéré. Je l'ai pris. Et puis Deloitte a souhaité vendre Inextinso. Et j'ai fédéré les associés pour acheter Inextinso. Donc vous voyez là, une somme d'événements qui fait que le point d'arrivée est assez loin du point de départ. Mais je ne regrette rien. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Il ne faut pas regretter ces choix Alors je ne regrette rien, mais notamment parce que je ne me suis jamais fixé de carrière bien tracée. Je ne me suis jamais fixé de point d'arrivée en disant quand je serai associé de Deloitte ou quand j'aurai réussi. Un plan de carrière, comme souvent les jeunes peuvent aussi. Et donc du coup, n'ayant pas de point d'arrivée, les tournants, je les ai pris plus facilement. Et vous étiez peut-être plus à l'écoute du coup. Inextinso, c'est spécialisé dans l'accompagnement des petites entreprises, TPE, artisans, commerçants, professions libérales. C'est 130 000 clients aujourd'hui. Oui, 130 000 clients à travers la France. Oui. Plus 20 000 clients de plus à l'étranger, puisqu'on a commencé nos débuts en Europe francophone, donc Belgique, Luxembourg, Suisse, voilà nos débuts, Monaco aussi. Alors quel est le gros enjeu pour vos clients aujourd'hui? Est-ce que c'est la transformation numérique? Quels sont les gros défis et les conseils en tout cas qui sont les plus prisés? Alors, il y a les enjeux à très court terme, les enjeux à court terme et les enjeux à moyen terme. L'enjeu à très court terme, c'est le cash. Aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà. Il reste des PGE non remboursés, il reste des difficultés. C'est la survie, en fait. Et donc, là, voilà, c'est la survie, il n'y a plus de cash, les grandes entreprises payent plus lentement, et donc, les petites entreprises qui sont en bout de chaîne sont fragilisées. Donc, voilà, l'objectif très court terme, c'est le cash. L'objectif un peu plus ouvert après, c'est, je dirais, de réussir la transformation qui touche tous les métiers, ce qui veut dire aussi avoir les bonnes personnes pour ça. Donc recruter, conserver les talents. Ça, c'est donc l'objectif un peu après. Et puis, il reste l'objectif de la transmission. Comment transmettre sa société. On est en France aujourd'hui avec beaucoup
de gens de ma génération, donc une soixantaine d'années, sur lequel se pose la question de la transmission, qui, si on réussit, sera bien. Si on la rate, va détruire encore des emplois. Les défaillances, vous en parliez, le cash, les défaillances des PME et ETI ont atteint l'an dernier un niveau des plus élevés, le plus élevé depuis 2009 d'ailleurs. Est-ce que ça vous inquiète? Comment est-ce que vous faites pour... ou est-ce que c'est un phénomène finalement normal? Il y avait un effet de rattrapage post-Covid, donc ça c'est clair, mais on est allé au-delà de ce rattrapage. Et aujourd'hui, c'est effectivement inquiétant dans certaines filières notamment. Ça ne touche pas toutes les filières, mais certaines filières vivent une crise depuis trop longtemps. Je pense à la promotion immobilière, je pense à des secteurs qui ont du mal à recruter aussi, des secteurs qui sont fragilisés, je pense au commerce de centre-ville, notamment tout ce qui est textile et autres. Et donc ces secteurs... il faut que la crise s'arrête vite parce que pour eux, c'est pour certains déjà trop tard et pour d'autres sont très fragiles. Alors justement, quel conseil, que faut-il faire pour relancer la machine de ce tissu économique de proximité selon vous? Il y a à la fois effectivement ce qui est prévu, qui est d'essayer d'avoir des règles de concurrence qui soient... les mêmes pour tout le monde, donc ça veut dire s'occuper des petits colis qui arrivent et autres qui viennent... Qui arrivent de Chine et autres. Qui arrivent et qui viennent tuer un peu le petit commerce. Il y a aussi, je dirais, un comportement un peu citoyen de chacun. Alors ça, c'est ce qu'on dit souvent, les Français sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire dans les paroles, mais est-ce qu'ils le font vraiment dans les actes? Moi, je pense qu'ils ne le font pas forcément dans les actes. J'habite Lyon, une grande ville, et je vois effectivement faute de pouvoir d'achat. Un centre-ville qui est avec des boutiques de plus en plus sur des articles pas forcément très chers où il y a du mouvement. Mais j'ai aussi une maison de campagne donc dans un petit village. Et les gens vont quand même à l'hypermarché à 15 km. Et le petit commerçant du village, qui est pourtant clé pour le village, c'est une question de prix selon vous? C'est une question de prix, c'est une question de prix et de choix. Et de choix, c'est-à-dire que forcément, vous n'avez pas le même nombre de références dans une supérette de village et dans un hypermarché de ville moyenne. La facilité d'accès aussi peut-être grâce à l'automobile, mais bon. Oui, mais en fait, si c'est qu'un parking, ça se résout, mais c'est plus grave que ça. C'est effectivement des habitudes qui ont été prises. J'ai eu un petit relan d'optimisme grâce au Covid, puisqu'effectivement, il y a eu une petite euphorie du commerce de proximité pendant le Covid, puisque les gens s'y sentaient plus en sécurité, notamment, c'était plus petit, mais en plus... On ne pouvait pas faire de long trajet non plus, ça restait... le périmètre de sortie restait restreint. Il y avait le périmètre de sortie, mais il y avait aussi le fait que c'était des gens qui connaissaient, donc c'était un peu psychologique, mais... Oui, ne pas aller là où il y a trop de monde, en fait. Dans la grande ville, perdu au milieu des autres. C'est vrai. Donc là, vous êtes moins optimiste, finalement. Vous avez senti ce petit vent arriver, mais finalement, ce n'est pas encore assez suffisamment la tendance pour... c'est retombé. Le petit vent est retombé. Alors, il y a aussi cette question de la transition écologique qui a été intégrée, même dans pour les petites entreprises. C'est un vecteur de croissance, selon vous? C'est quelque chose qui peut aussi être une solution pour maintenir la croissance? En fait, toute nouvelle réglementation est à la fois source de difficultés pour un certain nombre d'entreprises qui doivent s'y adapter, mais source d'opportunités pour d'autres qui donc réfléchissent autour de qu'est-ce que ça veut dire, quel nouveau produit ou service je peux inventer ou je peux pousser qui correspondent à ce besoin. Donc, voilà, c'est toujours le verre à moitié plein. C'est un mal pour un bien, selon vous? Ça dépend comment on est. C'est-à-dire que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si vous êtes optimiste, vous allez utiliser, je dirais, les champs couvrent cette réglementation. Si vous êtes pessimiste, vous allez être bousculé dans votre business model et vous allez la subir.
Donc, est-ce que cette dimension de durabilité, vous l'intégrez dans les conseils que vous donnez aux entreprises ou pas? Alors, ça fait partie effectivement des choses. C'est une façon aujourd'hui, je pense, pour les entreprises, de pouvoir recruter certains profils. Voilà, sur la question de l'image de l'entreprise. Sur le recrutement, clairement, ça joue sur l'image de l'entreprise. Ça joue aussi sur l'image consommateur, mais à condition que vous soyez pas plus cher que les autres. C'est ça. Et c'est pas trop la tendance aujourd'hui. On a tendance à renier un peu sur ces questions-là. C'est-à-dire que le prix reste, en période de crise, le prix reste l'atout numéro un. Par contre, effectivement, sur le marché de l'emploi, le salaire est important, mais l'image de l'entreprise aussi. Donc je dirais que sur cet aspect recrutement, c'est sans doute là où ça joue le plus. Voilà. Et est-ce que ça joue justement pour chez Inextinso? Quelle est votre politique de recrutement? Donc nous, on recrute un peu plus de 1000 personnes par an. Donc effectivement, il y a un effet volume important. Pour ça, on recrute aussi ces gens à travers la France, puisqu'on a 250 sites à travers la France. Donc c'est du recrutement de proximité. Et pour ça, l'image de l'entreprise compte, à la fois l'image nationale, mais l'image locale. Ce qui fait qu'on est généralement très implanté dans le tissu local, associatifs, sportifs et autres, pour avoir cette image et pour avoir aussi, je dirais, cet aspect de preuve de notre politique. Parce que aujourd'hui, les gens se méfient des grands discours et préfèrent des éléments concrets de preuve. Donc, juste pour illustrer, si vous dites que vous êtes pour le fait d'avoir des économies d'énergie dans vos immeubles. C'est mieux qu'il y ait des panneaux solaires dans vos immeubles. C'est mieux que votre parc de voitures soit des voitures électriques, etc. Que vous ayez des faits pour aller effectivement confirmer cette politique. Bien sûr. On va passer à la question de nos partenaires à présent. La question d'un étudiant de l'IFPAS. l'IFPAS, leader dans la formation en assurance, c'est juste après le jingle. La question de l'IFPAS, Antoine de Ritmaten, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été proposées dans le contexte politique et économique actuel. Quelle est votre perception de l'alternance pour les jeunes? Moi, je suis très favorable à l'alternance et c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup chez Inextinso, puisque l'alternance, en fait, permet à chacun de bien se connaître. Donc, ça permet à l'étudiant de voir si ce secteur d'activité et l'entreprise est faite pour lui. Et ça permet à l'entreprise de voir si le jeune est motivé par ce que l'on fait, s'intègre dans l'entreprise, fait l'effort d'aller voir les autres. Ce qui fait que une bonne alternance se traduit chez nous par une embauche. On embauche beaucoup de ces alternants. Donc, alternance, apprentissage, j'y suis très favorable. On ne le fait pas pour des questions financières. Donc, quelque part, je sais que le gouvernement, un coup, en rajoute, un coup, en enlève, etc. Mais il est tellement difficile de recruter les bons profils que je voudrais éviter que, pour des raisons de coût, en changeant les règles du jeu, etc., on casse un peu cette dynamique qui a été bien lancée. Et c'est vrai que c'est important. La difficulté pour les entreprises, c'est de changer les règles du jeu tout le temps. C'est ce qu'on entend beaucoup. Parce que quand vous prenez un alternant et que vous le prenez pour 2 ans, par exemple, si le coût la deuxième année n'est pas le même que la première année, tout ça, ça vient polluer le sujet. Donc c'est un peu dommage parce que, à la base, c'est une très bonne chose. D'accord. Question de Toscaloupe à présent, l'accélérateur de stratégie sociale.
question de Toscalou. Comment est-ce que vous agissez concrètement au sein de votre entreprise pour améliorer le bien-être au travail? Est-ce que c'est d'ailleurs une préoccupation pour vous? Alors c'est une préoccupation, donc on le mesure en participant chaque année à Great Place to Work. Et nous avons le plaisir depuis plusieurs années d'être Best Workplace dans notre catégorie de taille. C'est quelque chose d'important pour nous. Et en fait, cette étude externe chaque année nous montre un peu les questions aussi qui sont posées aux différentes entreprises et les réponses de nos collaborateurs. Et on voit qu'il y a un sujet notamment qui agit beaucoup sur le bien-être, qui est la qualité des locaux dans lesquels ils travaillent. Et ça se comprend parce qu'effectivement, on est un métier plutôt sédentaire. Et donc, d'être dans des bureaux qui sont éclairés, qui sont modernes, avec de la décoration, de la couleur. Tout ouvert, c'est aussi la tendance. Tout ouvert, donc, mais avoir aussi, être bien assis. Voilà, on a dans nos bureaux. Déjà, ça commence par là, ouais. Voilà, et ça commence par là, c'est-à-dire que de temps en temps, les gens vont chercher des choses en disant « il faut à tout prix que je mette un baby-foot ». Si c'est pour le mettre dans une salle qui est moche et que les chaises ne sont pas bonnes et le matériel n'est pas au niveau, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que voilà, on a évolué là-dessus. Ce bien-être, ça passe par du confort effectivement du poste de travail. Donc on a pour certains collaborateurs des postes de travail qui montent et qui descendent pour pouvoir leur permettre de travailler debout quand ils veulent et autres. On a travaillé sur aussi tout ce qui était troubles donc liés aux souris. Et donc là aussi, on s'adapte. On fait venir, je dirais, dans nos agences des spécialistes pour aussi enseigner les bons gestes. Oui, les bons comportements, en tout cas, pour rester... Oui, pas comportement, mais effectivement... Enfin, oui, de maintien. Voilà, pour justement faire en sorte que ça joue, parce que... alors après, c'est pas bon de rester assis, enfin voilà, des métiers après, bien sûr, on va faire aussi des after-work, on va faire... Mais je voulais insister sur le fait que ça commence par quelque chose qui peut paraître basique, mais qui est un vrai investissement pour l'entreprise. Parce que vous imaginez, nous, avec 250 agences, il y a un programme de rénovation régulier qui est important. Mais voilà, il faut commencer par le principal, qui est l'agence, l'environnement de travail, le poste de travail. Et après, on peut effectivement travailler sur les détails. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez pouvoir poser des questions, interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle à présent. La question de l'hémicycle. Antoine de Rittmaten, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est vous qui voyez, vous avez 1 à 2 minutes. Alors deux messages. Le premier, s'il vous plaît, un peu de stabilité dans les textes. Ne changez pas les choses régulièrement. Tenez les engagements, je pense à la CVAE, avec plusieurs changements sur la date où ça s'arrête. Pour les entreprises, c'est très compliqué de devoir s'adapter à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, puisque j'ai fait rapide sur le premier, c'est les PGE, ceux qui restent, seront très difficiles à rembourser. Donc merci de venir rapidement avec une proposition, que ce soit d'étalement ou autre. Mais on a des entreprises aujourd'hui qui sont à bout de trésorerie et qui ont besoin d'une réponse sur le sujet. Voilà, 2 messages. Merci beaucoup Antoine de Rittmaten, merci d'avoir participé à notre émission. Merci. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.